Coucou mon pompon. La semaine dernière, je m'étais penchée sur le cas complexe de Daenerys en tant que personnage qui perd l'alignement avec ses valeurs intrinsèques, et ce avec des conséquences, on va dire, intenses. Et je t'avais annoncé que nous irions vers un exemple réussi d'héroïne construite, portée et même dépassée par les valeurs qu'elle incarne en la personne de Lagertha. Alors nous y allons mon pompon. D'abord, je vais très peu évoquer la légende réelle, entre guillemets, d'abord parce qu'elle est très variable et lacunaire, et ensuite parce que finalement les points importants de la recette sont très bien représentés dans la série Viking. Je ne vais donc m'appuyer que sur l'interprétation de ce personnage dans cette fiction. De même, il y a plein de notions sur la mythologie nordique que je ne vais pas réexpliquer complètement ici. Si tu veux en savoir plus, je te renvoie d'une part à l'épisode consacré à un autre personnage de la série, Ivar the Boneless, épisode 15, et d'autre part aux deux analyses consacrées aux frères ennemis issus des Marvel, Thor et Loki, épisodes 24 et 25. Et ça va l'autopromo à Coco, ça roule, ça force bien. Ah, c'est bon, Gachi, j'ai fini. C'est pas la peine de masticoter. Revenons-en à notre sujet du jour, Lagertha. Tu sais, mon pompon, quand je demande aux invités qui passent dans ce vaisseau de temps à autre quel héros ou héroïne il ou elle voudrait être, eh ben moi, je pense toujours à Lagertha. Bon, et pour le héros qui nous ressemble vraiment, je me sens très raton laveur dans Les Gardiens de la Galaxie. J'ai peut-être regretté de l'avoir dit. J'ai pas vu le dernier, ça se trouve c'est une catastrophe. Ne me spoilez pas, by the way. Bref, Lagertha, c'est ma came en termes d'héroïne. En dehors du meurtre d'Aslog, la deuxième épouse de Ragnar, où vraiment là je l'ai pas trouvé classe, se foutre d'une meuf parce que c'est pas une guerrière et qu'elle a les foies, et pour ensuite lui tirer une flèche dans le dos devant tout le monde, non, là tu chies dans la colle ma sœur. C'est d'ailleurs une erreur qu'évite de reproduire Gunhild, la femme à Björn, puisqu'elle accepte l'autre en second mariage alors qu'elle n'aspire qu'à être comme son modèle Lagertha. Mais justement, c'est là qu'on voit que l'influence de Lago dépasse le réel et pousse les autres vers une version idéale d'elle-même et pas vers une copie conforme de sa real life. En dehors de ce passage donc, je crois bien que j'ai aimé tout le parcours, presque avec ferveur. Ce que Daenerys n'était pas parvenue à m'extirper, par exemple. Dernier disclaimer avant de démarrer, je parle bien ici de vision symbolique du personnage. Est-ce que IRL, je me verrais bien en plein champ de bataille à trancher mes ennemis comme autant de petits kiwis et à me couvrir de jus de fruits sacrificiels? Ben non, voyons donc, même une mouche, je la mawashi-guérite pas, et en plus, j'aime bien que ma super combi reste propre. Il ne s'agit donc pas ici de faire la promotion de la violence, mais bien de voir comment les valeurs, ancrées autant que réinventées, forgent un destin légendaire qui jette un peu de lumière à la postérité. D'abord, Lagertha est ancrée dans une tradition. Elle respecte et entretient l'héritage culturel qu'elle a reçu en tant que viking, en premier lieu dans sa manière d'être une femme. Alors attention, calmos mon pompon. En vrai, la plupart des meufs, c'est des ouvrières agricoles, des épouses et des mères, ou des esclaves, il y en a pas mal. Donc bon, globalement, classico-classique. Le modèle de l'épouse discrète et soutenante existe d'ailleurs et est tout autant glorifié que l'autre. Prends Helga par exemple, la chérie à Floki. Eh bien la série reprend une scène de la mythologie où Loki, enchaîné parce qu'il s'est encore fait choper en pleine trahison, subit le supplice du venin de serpent qui goûte sur son visage. Son épouse, Sigyn, reste à ses côtés et tient à bout de bras une jatte pour le soulager. C'est exactement ce qu'Helga fera pour son mari alors qu'il est puni de la torture de la goutte d'eau dans une grotte pour avoir tué Athelstan. Helga est autant viking que Torvi ou Lagertha. Cependant, dans l'imaginaire populaire actuel,
les contours de la femme viking canonique, c'est une guerrière, une conquérante, une jarl, pourquoi pas, à l'égal des hommes, elle est libre, intimement et politiquement. Lagertha porte tout cela, la femme, la mère, la reine, la guerrière, dans l'or de ses cheveux tressés et le bois solide de son bouclier. Par ailleurs, elle est aussi une excellente conteuse. Elle transmet les légendes et raconte les aventures des dieux comme personne. Elle est remplie de ces histoires et c'est par ce prisme qu'elle conçoit le monde. Cette manière de porter en soi l'héritage culturel de son peuple, tout un passé qui résonne en elle, se verra encore mieux illustré après la mort de Ragnar. Elle va de plus en plus se tourner vers le souvenir idéalisé de leur vie à deux et de leurs rêves communs, donner une terre prospère à leur peuple. J'y reviendrai. Là où Ragnar est hanté peu de temps avant sa mort par la vision de Lagertha et Björn enfant sur le rivage, écho douloureux du bonheur qu'il a sacrifié à sa soif de gloire, Lagertha guérit de cette blessure qui l'a tant fait souffrir et elle s'appuie sur les ressentis positifs qu'elle éprouve en rêvant de ces moments vécus pour épuiser la force d'être jusqu'au bout le bouclier qui protège les valeurs de son peuple. Sa force, Lagertha l'enracine dans le passé. Mais ce qui fait avant tout qu'elle survit, qu'elle conquiert, qu'elle éclabousse de sa gloire, c'est sa capacité à s'emparer du présent. D'abord, ce n'est pas parce qu'elle vit son plus grand chagrin d'amour avec Ragnar qu'elle s'interdit d'aimer ensuite. Elle vit pleinement et librement ses émotions, que ce soit avec sa belle chérie Astrid, qu'elle délivre par une mise à mort pleine d'amour et de compassion, ou encore avec son beau prêtre guerrier, écho inversé du doux Athelstan qui avait su gagner le cœur de Ragnar. Elle tisse des amitiés fortes et durables avec les autres femmes notamment. Lorsqu'elle se trouve à la tête de Kattegat, elle crée une garde féminine pour résister à l'assaut terrible qui menace la ville. En dehors d'Aslog, la sororité est une des valeurs fondamentales de ce personnage. On s'en rend très vite compte dans son attitude avec Siggy, veuve du Jarl, tué par Ragnar, qui le remplace donc, selon les lois vikings. Elle refuse de l'humilier et d'oublier ce qu'elle était. Elle gagne par le respect qu'elle donne la fidélité absolue des femmes qui l'entourent jusqu'à la mort. Je viens de l'évoquer, Lagertha s'est retrouvée à plusieurs reprises d'ailleurs en position de défense face aux agresseurs. Elle est celle qu'on assiège mais qui ne fuit pas, parce qu'elle croit trop en ce qu'elle protège. Le rêve de Lagertha, ce n'est pas de découvrir le monde et de tout conquérir. Elle accompagne Ragnar dans sa soif de découverte. Elle s'y intéresse. Mais en vrai, ce qu'elle veut, elle, c'est être fixe. Pas tout risquer pour un rêve héroïque et brutal et des mirages dorés, comme disait Heredia. Que demande-t-elle au roi Egbert ? Une terre, pour y installer les siens et qu'ils puissent vivre de la terre verte et grasse de l'Angleterre. De quel souvenir de sa jeunesse avec Ragnar se nourrit-elle ? De sa vie de cultivatrice avec ses enfants, simple, digne. C'est le bonheur qu'elle tente de construire. C'est pourquoi, au bout de tant de trahisons, tant de morts de ceux qu'elle aime, tant de batailles, elle vit un temps de doute. Elle se coupe les cheveux et perd pied. Plus rien n'a de sens. Elle ne sait plus sur quoi sont fondées ses valeurs. À son retour, Lagertha enterre son glaive, elle jure que la guerrière en elle est morte. Elle est fatiguée. Elle veut cultiver sa terre et aimer les siens. Tu te doutes bien, mon pompon, que l'épée sera bien vite déterrée. Et c'est alors seulement que Lagertha prend conscience de qui elle est. Ne t'y méprends pas, c'est une vraie viking, elle kiffe le combat. Mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas une valeur à ses yeux. En revanche, elle comprend qu'elle a un destin. Pour protéger la paix, permettre la culture paisible de la terre, offrir une vie douce aux siens, elle doit les protéger de la violence des autres. Ville perpétuellement assiégée, Lagertha est le roseau qui ne rompt pas. Patiente, elle encaisse jusqu'à tout renverser, tout remporter.
C'est exactement ce qui se produit lors de son mariage contraint par sa situation précaire avec un type horrible qui la frappe et croit pouvoir la dégrader. C'est douloureux de la voir se faire maltraiter, mais c'est aussi très important. Cela arrive, même à la plus forte des femmes. Là encore, elle vient s'unir à la cause de toutes les autres. Ce n'est pas une super-héroïne à qui rien n'arrive. Elle perd ses enfants, ses terres, son rang, ses amours, sa raison, sa dignité, comme chacune. Mais elle attend. Elle attend le moment où elle lavera tous les affronts dans le sang. C'est une Athéna. Elle se bat car elle réagit, elle défend, elle protège. En reprenant la route des batailles, elle sait qu'elle le fait pour toutes ces autres, ceux et celles qui partagent son sens de la droiture et de la justice, celles et ceux qui ont encore une vie à mener. Elle leur laissera pour talisman l'empreinte légendaire de son bouclier. Tu l'as compris, Lagertha est solidement ancrée dans le passé. Elle épuise la force de résister aux assauts du présent et de continuer à vivre et à aimer librement. Mais elle ne se sent alignée et réconciliée avec sa double nature, la Gefjon, déesse de la terre fertile, et la Valkyrie sanglante, que lorsqu'elle envisage ce qu'elle va laisser au futur, la portée symbolique de son nom et de son bras. Rappelle-toi la mort de Ragnar. C'est un roi tourmenté. Il a perdu la foi de ses ancêtres et ne s'est pas complètement trouvé dans celle de son ami catholique Athelstan. Il avoue ne plus voir dans tout cela que des fables. Pourtant, au moment de mourir, il comprend l'importance de laisser une empreinte de pure tradition viking à la postérité. Sans y croire, il choisit de faire une profession de foi à ses racines. My death comes without apology, and I welcome the Valkyries to summon me home. Car il sait que sa légende résonnera alors aux oreilles de ses fils et de tout son peuple pour que la fierté de sa culture perdure. Mais on ne le voit pas rejoindre le Valhalla. Lagertha, oui, et voici comment. Contexte vite fait. Un gros balèze et ses poteaux ont été bannis à jamais. C'est hyper grave, c'est comme s'ils étaient effacés du monde. C'est presque pire que la mort. Pour avoir choisi Aevar. Ils sont chiffons, ils ont soif de vengeance. Ils s'en prennent donc de manière très lâche à la communauté sous la protection de Lagertha, des femmes et des enfants. Le petit-fils de la guerrière est tué. Lagertha et ses guerrières organisent la résistance avec ruse et courage. Une vraie Athéna, je vous dis. Vient l'heure de l'ultime confrontation. Le duel va s'engager entre Agrogroup pas content et elle. Il lui dit qu'ils n'ont fait qu'agir en viking. C'est comme ça, on se range d'un côté. Il lui ajoute même qu'en d'autres circonstances, il se serait tout aussi bien retrouvé du côté de Bjorn. Il n'y a pas à dire que c'est de la trahison. Et nani nana, t'aurais fait pareil ma sœur, tout ça, tout ça. Elle lui répond, mais gros, t'as rien compris. C'est pas une personne que t'as trahi. C'est pas pour ça qu'on t'a banni. Tu as tourné le dos aux valeurs de Ragnar, à ce qu'il a construit, à ses rêves pour le peuple viking. C'est ça que je défends. Et c'est pour ça que j'accepte de mourir aujourd'hui. Et bim, combat. Franchement, c'est chaud. Lagertha a un genou au sol, ses guerrières sont prêtes à intervenir et elle leur intime l'ordre de rester en arrière. Elle sait que c'est sa dernière lutte. Elle a une leçon à donner, pas à son adversaire, mais aux guerrières qui l'observent. Son bouclier est brisé, tout semble perdu, mais elle feinte son ennemi et se sert de ce lambeau de bois accroché à son bras protecteur pour l'embrocher et le vaincre. La Shield Maiden a fait de son outil de défense une arme offensive. C'est parce qu'elle est qu'elle triomphe. Gunhild le lui dit. « If I didn't worship you before, Lagertha, I worship you now. » Oh là là, Capitaine Sophro, c'est trop classe, je suis toute tire-bouchonnée du pompon. Alors après, elle vit heureuse et elle cultive sa terre, hein? Eh ben non, mon bonbon.
car comme je te l'ai dit, elle savait qu'elle menait son dernier combat. Sans mort, pas de légende, pas de transmission de génération en génération. Pour devenir un guide exemplaire, Lagertha doit mourir. Elle en a conscience. Elle a protégé, son destin est complet. Il ne lui reste plus qu'à pardonner pour être pardonné de la seule tâche sur son CV, le meurtre d'Aslog. Blessée à mort, elle rassemble ses dernières forces pour rejoindre Kattegat et Björn. Elle rampe littéralement sur chaque centimètre. Hvitserk, l'un des Sons of Ragnar, un bon gamin qui a sombré dans la drogue sévère parce que son frangin Ivar a cramé vive sa douce. Non mais cette famille, je te jure. Bref, le gosse, il est sous acide plus et il voit dans la silhouette rampante de Lagertha l'image de Jormungand, le serpent auquel il associe immédiatement l'image terrifiante de son frère. Je te renvoie à l'épisode sur Ivar pour mieux comprendre tout ça. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il bute Lagertha. Sans le vouloir, il est chouque quand l'hallucination se dissipe et qu'il comprend ce qu'il vient de faire. Ah bah oui, la boulette. Mais Lagertha lui pardonne très maternellement dans son dernier souffle. C'est bien, c'est justice. Elle a expié le meurtre de la mère du petit Eubée. Lavée de tout, apaisée, elle a porté jusqu'au bout le mythe de Ragnar. Elle l'a magnifié, l'a transfiguré pour qu'il devienne un héritage, un idéal de droiture à la viking. C'est ce mari idéalisé qu'elle part retrouver au fond de l'océan. Son Valhalla, à elle, sera de s'allonger enfin, loin du tumulte de la surface, aux côtés de celui dont elle est pour toujours la reine. C'est le repos bien mérité de la guerrière, dont le bouclier, tel une lune ronde dont l'éclat guide les peuples marins, brille à jamais dans la légende qu'elle a forgée. Comme pour le personnage de Daenerys, l'exercice du jour porte sur les valeurs, comme je te l'avais annoncé. Elle s'appelle la sophro-présence des valeurs, soit SPV de son petit nom. C'est donc une sophronisation qui va permettre de bien visualiser les valeurs liées au passé, au présent et au futur. C'est ce qui correspondait très bien, je trouve, au personnage de Lagertha, en ce qu'elle s'ancre totalement dans sa culture et son passé de viking, en ce qu'elle résiste et réagit en permanence au présent et en ce qu'elle laisse une image légendaire pour la postérité. Tout cela rattaché à ses valeurs profondes. Ce seront quasiment ses derniers mots, cette histoire de valeurs qu'elle partage avec Ragnar, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque ce sont ses valeurs à elle et pas les valeurs de conquête de Ragnar qu'elle défend réellement. Ce sont des valeurs qui sont transformées. Or, l'idée de transformation, c'est une chose qu'on peut travailler avec cette sophronisation autour des valeurs intimes, personnelles de la personne qu'on suit. Il y a bien évidemment l'idée de confiance et d'estime de soi, de fierté, de réussite, mais en évoquant ces valeurs de vie, on peut également les voir évoluer dans le temps, voir vers quoi ça va nous emmener, et on peut également s'appuyer sur elles pour puiser en motivation, aider à la reconstruction physique, parce que c'est aussi une sophronisation qui peut pousser à la combativité, à la guérison qu'on trouve par là. Très, très Lagertha, finalement, tout ça. C'est encore une technique du 4e degré, tu l'auras compris, puisqu'elle travaille sur les valeurs existentielles de l'être. Comme d'habitude, puisqu'il va s'agir d'une sophronisation, je fais le premier disclaimer tout de suite. Si jamais tu es atteint d'un trouble du type TDI ou schizophrénie, les sophronisations sont très déconseillées, en tout cas pas dans un cadre comme celui-ci. Donc si c'est ton cas, je te laisse abandonner tout de suite l'épisode et je te souhaite une très bonne semaine, petit pompon. Et pour les autres, deuxième disclaimer, comme d'habitude pour ce type de sophronisation-là, un petit peu plus complexe du 4e degré, comme je te l'ai dit pour l'exercice de relaxation dynamique de la semaine dernière, c'est difficilement un exercice qu'on peut pratiquer comme ça au débeauté. Néanmoins, contrairement
à l'exercice de la vivance des valeurs qui est un petit peu complexe dans ses mouvements. Cette sophronisation, elle a l'avantage un petit peu d'être un peu plus de l'ordre de la méditation sur soi-même. Donc si tu sens malgré tout que c'est quelque chose qui peut te parler, même si encore une fois il faudrait que ce soit encadré dans un protocole, etc. Si tu sais également que tu n'as rien qui va venir brouiller, griser les choses, parce qu'on va aller puiser d'abord un petit peu dans le passé. Donc si tu es OK avec ton passé, s'il n'y a rien qui peut venir un peu noircir le tableau, entre guillemets, hein, comme je te l'avais dit pour la sophronisation qu'on appelle l'enfant intérieur, ou pour des choses qui ont trait au souvenir, on fait toujours bien attention de venir préparer ça en amont. Donc si tu sais que ça risque d'être un petit peu assombri, évite de te lancer là-dedans. Mais si tu sens que tu es à peu près OK, aligné avec ton passé, si tu sens que tu es en train de toucher du doigt les valeurs qui te tiennent, etc., et que ça pourrait te faire du bien de les ressentir et de les ancrer un peu plus profondément, tu peux tout à fait tenter cette sophronisation. Et puis de toute façon, tu peux au moins te laisser porter par la relaxation qui débute la sophronisation, et puis après à toi de voir si on poursuit avec la visualisation. Comme d'habitude, ce type d'exercice se pratique soit assis confortablement, soit allongé, donc à toi de voir ce qui te convient le mieux. Et si tu souhaites pratiquer, je te laisse quelques instants pour t'installer. Pendant que tu t'installes, je te rappelle qu'à tout moment, tu peux ajuster ta position. Ne te laisse pas te rigidifier dans la posture que tu as choisie au départ. N'hésite pas à bouger légèrement le cou, les épaules, le dos, les pieds si tu sens le moindre inconfort. Le but n'est pas de se faire mal, encore une fois. Sois bien à l'écoute de tes ressentis, accueille-les comme ils viennent, sans les juger, peu importe que ce ne soit pas peut-être exactement ceux que moi je vais évoquer, laisse aller, fais-toi confiance aussi pour te détendre et sentir émerger les choses qui doivent émerger. Dernier point, comme je te l'ai souvent dit, là il y a zéro personnalisation possible puisque je ne te connais pas, on n'a pas travaillé ensemble, ça n'est pas du tout encadré dans un protocole, donc je vais rester très très vague évidemment dans mes évocations. Et déjà on va commencer par un premier point, c'est que au début de la visualisation en fait on demande d'imaginer un objet ou une personne ou un lieu, donc tu vois, ça laisse la part belle à bien des choses qui cristallisent un petit peu ce qui pour toi symbolise l'origine de tes valeurs quelque part. L'origine proche ou lointaine, peu importe, selon le moment où toi tu fondes un petit peu ce qui te semble être les racines de ce qui t'y est, de ce qui te porte aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs, tiens, comme la semaine dernière, que ce qu'on met derrière le terme valeur, ça peut être bien des choses. Il ne s'agit pas forcément de pure éthique, ça peut complètement être des choses très pratiques, comme se voir en train de réussir, être pugnace, être déterminé. Ça peut également être des choses du type assurer le bien-être de sa famille, être travailleur, décrocher des choses plus de l'ordre économique, etc. Il n'y a pas de mauvaise valeur du moment que toi tu sais que c'est ça qui compte et c'est ça qui est essentiel à tes yeux. Donc laisse venir vraiment ce qui te parle et ce qui te tient dans tes motivations et dans ta façon de voir la vie aussi. Ça, c'est pas à moi de te le dicter, c'est à toi de le sentir à l'intérieur de toi-même. Voilà pour les petits disclaimers. Donc si tu le veux bien, je vais animer moi en partant du principe que tu t'imagines dans un lieu, parce que sinon ça va être compliqué de dire à chaque fois où les traits de la personne, où les contours de l'objet, etc., etc. Mais sache qu'on peut démarrer avec quelqu'un ou avec une chose en particulier. Moi, je trouve que le lieu, ça reste un petit peu plus large parce que si tu penses à une personne, tu peux penser à l'endroit où vous vous retrouviez ou l'endroit où elle habitait. Si tu penses à un objet, tu peux penser aux lieux qui sont attachés dans lequel se trouve cet objet ou ce genre de choses-là. Donc, je vais partir sur le lieu. Donc, je te laisse t'installer confortablement.
Prends le temps de choisir une posture qui te convient, ajuste des coussins si tu as des coussins autour de toi. Et tu peux fermer les yeux. Prends une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et souffle en laissant tout redescendre. Reprends ta respiration naturelle. Prends conscience de ton corps confortablement installé. Ressens toutes les zones en appui, l'arrière de la tête, les bras, le dos, le bassin, les jambes et les talons. Sens ton corps s'étaler, se relâcher davantage. Prends conscience du calme qui s'installe en toi. Pour approfondir cette sensation, imagine un point de détente au sommet de ta tête. Imagine ce point s'élargir, se confondre avec ton cuir chevelu. Sens tout ton cuir chevelu s'étirer, se détendre jusqu'aux oreilles. Laisse ton front se lisser comme un lac calme. Relâche complètement tes sourcils, tes paupières. Laisse tes yeux se reposer. Relaxe tes tempes, tes joues. Laisse aller les arêtes de ton nez. Concentre-toi sur ta respiration ample, régulière. Ressens la fraîcheur de l'air à chaque inspiration. Et ressens la chaleur de cet air à chaque expiration. Laisse tes lèvres se détendre. Relâche tes mâchoires. Laisse ta langue reposer sur les dents inférieures. Et sens-toi libre de déglutir normalement à tout moment. Prends conscience que toute ta tête est détendue. Laisse maintenant cette onde de détente glisser dans ton cou, envelopper ta nuque. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Laisse tes avant-bras et tes bras s'étirer complètement. Relâche les coudes et les poignets. Laisse tes mains se détendre. Et sens chacun de tes doigts s'étirer doucement. Prends conscience que tes membres supérieurs sont relâchés. Focalise-toi maintenant
sur la zone entre tes omoplates. Imagine que cette zone s'étire, s'élargit, s'arrondit. Laisse tout ton dos gagner en espace. Sens tous les muscles se relâcher le long de la colonne, jusqu'au lombaire. Et focalise maintenant ton attention sur la respiration dans ta cage thoracique. Augmente un peu cette respiration, rends-la plus ample. Ressens tes côtes s'assouplir sous le rythme de ton souffle. Laisse ton torse s'abaisser, se relâcher. Sens ton ventre se dénouer complètement. Relâche le bassin, les fessiers. Et prends conscience que tout ton buste est relaxé. Accueille maintenant cette détente dans tes cuisses. Sens tes muscles s'assouplir jusqu'aux genoux. Relâche complètement tes mollets. Laisse tes chevilles se relaxer. Laisse cette détente envelopper complètement tes pieds, le dessus, le dessous et chacun de tes orteils. Prends conscience que tout le bas de ton corps est relaxé. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Laisse maintenant venir à toi l'image de ce lieu. Prends le temps d'observer ce qui t'entoure. Porte attention aux contours. Observe chaque couleur. Écoute les bruits familiers de ce lieu. Imprègne-toi de ces odeurs. Porte attention à tes sensations de chaleur ou de fraîcheur à cet endroit. Prends conscience de tous ces détails. Maintenant, remonte quelques années en arrière. Prends le temps d'énumérer toutes les valeurs que ce lieu représentait à tes yeux. Relève celles qui te semblaient essentielles. Prends conscience de ces valeurs. Reviens maintenant
à l'instant présent dans ce lieu. Énumère les valeurs que tu accordes maintenant à ce lieu. Relève celles qui sont existentielles pour toi aujourd'hui. Prends conscience de ces valeurs. Et projette-toi maintenant dans quelques années. Imagine les valeurs que tu accorderas à ce lieu. Estime celles qui te seront existentielles, essentielles. Prends conscience de ces valeurs. Pour finir, imprègne-toi de toutes ces valeurs existentielles, celles du passé, celles du présent, celles du futur. À mon signal et à mon signal seulement, tu inspireras en gonflant le ventre, puis tu retiendras ta respiration et tu inscriras fort ces valeurs dans ta tête. Puis tu souffleras doucement par la bouche pour les diffuser partout en toi. C'est à toi. Inspire par le nez. Bloque ta respiration et inscris ces valeurs existentielles dans ta tête. Et souffle doucement pour les diffuser dans ton corps. Reprends ta respiration naturelle. Ancre ces valeurs ici et maintenant. Intègre ces sensations. Souviens-toi que ces sensations restent présentes en toi. Pense à les activer au quotidien. Tu peux reprendre contact avec les points d'appui de ton corps. Sens à nouveau tes pieds, les fessiers, les bras, la tête. Imagine à nouveau l'espace dans lequel tu es installé. Reprends conscience des bruits qui t'entourent à l'extérieur de la pièce. Prends une profonde inspiration pour te dynamiser. Et souffle par la bouche. Tu peux remuer doucement les mains, les pieds, les épaules, le cou, t'étirer si tu en as envie, bâiller si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.